Tu sais qu'on suit cette étrange disparition d'un général de l'armée de l'air à la retraite, qui semble avoir des liens avec la technologie militaire et le programme OVNI. Eh bien, on a des nouvelles. On a une nouvelle chronologie. Apparemment, il y a une nouvelle photo de lui et sa femme s'exprime publiquement. Nous essayons de faire la lumière sur les théories, l'enquête et ce qui pourrait se passer ici. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. Très bien, avant d'aller plus loin, je dois vous parler de cette application qui s'appelle Upside. C'est incroyable. Je pense que c'est vraiment révolutionnaire. Pourquoi? Parce que Upside vous permet de récupérer de l'argent. Oui, gagner plus d'argent sur vos achats quotidiens, essence, courses, plats à emporter. Voici comment faire. Téléchargez gratuitement Upside, choisissez parmi plus de 100 000 offres, payez avec votre carte, vérifiez l'achat et récupérez de l'argent. Je vérifie d'abord les offres sur Upside avant de prendre de l'essence ou de commander à emporter. Après achat, l'argent s'affiche dans l'appli et je peux le transférer sur mon compte bancaire. Et en plus, les utilisateurs fréquents d'Upside récupèrent en moyenne 254 $ par an. Commencez à récupérer votre argent. Cliquez sur le lien ou scannez le QR code et utilisez le code promo SIDEBAR pour une remise supplémentaire sur votre premier plein. Un général de l'armée de l'air à la retraite disparaît de chez lui en plein jour. Sans téléphone ni lunettes, aucun signe de lutte, il a simplement disparu. Encore une fois, nous avons couvert beaucoup d'histoires étranges sur Sidebar, bien sûr, mais celle-ci est différente. Nous avons suivi cette affaire dès le début, quand ce n'était qu'une alerte disparition inquiétante et une famille inquiète. Ce type d'alerte concerne souvent des adultes âgés ou vulnérables, parfois avec des soucis de santé. Mais ici, c'est étrange. Tout cela s'est passé avant qu'Internet ne lance des théories. Mais c'est ici que l'histoire change. L'homme disparu est William Neil McCaslin. Et voici une nouvelle photo que les autorités viennent de publier montrant ce qu'elles pensent que McCaslin portait juste avant sa disparition. Je veux que vous regardiez bien cette image, d'accord? Car McCaslin n'a pas seulement servi dans l'armée de l'air. Il a autrefois commandé exactement le même laboratoire à la base aérienne de Wright-Patterson, la même base où les théoriciens du complot affirment depuis longtemps que le gouvernement a secrètement entreposé les débris de Roswell, l'incident de Roswell. Cela devient plus étrange car le nom de McCaslin figure dans des emails piratés entre John Podesta, ex-directeur de campagne d'Hillary Clinton, et Tom DeLonge, guitariste de Blink-182, où ils discutent de la divulgation des ovnis. Peu avant la disparition de McCaslin, le président Donald Trump a annoncé vouloir publier des dossiers gouvernementaux sur les ovnis. Coïncidence? Peut-être, mais aussi comment ne pas en parler? Est-ce que quelque chose de bien plus étrange se passe dans le désert du Nouveau-Mexique? A-t-il été enlevé par une personne mal intentionnée qui voulait obtenir les informations qu'il possédait? Ou s'agit-il d'une circonstance tragique? Est-ce une affaire personnelle? Nous suivons cette affaire depuis le début. Avec toutes ces théories et aucune trace de McCaslin, nous allons analyser ce que les gens disent en ligne, d'accord? De l'enlèvement à un risque de sécurité nationale, jusqu'au vaisseau mère qui revient aussi dans les discussions. Donc nous allons inviter un spécialiste qui va nous aider à distinguer ce qui est réel, ce qui relève de la spéculation, et ce que les enquêteurs pourraient réellement examiner en ce moment. Parce que, croyez-moi, vous n'allez pas croire où cette histoire va nous mener. Et nous avons en fait de nouvelles informations qui viennent d'être publiées par le shérif du comté de Bernalillo, nous donnant un peu plus de détails sur la localisation de McCaslin avant sa disparition. J'ai parlé d'une chronologie, je veux vous ramener au début de cette histoire avec ce que nous savons désormais sur la chronologie. Nous sommes le vendredi 27 février, matin calme dans les contreforts d'Albuquerque, Nouveau-Mexique. Les montagnes Sandia sont juste là, magnifiques, sauvages, le genre d'endroit où les gens s'installent pour la vue et l'accès à la nature. Maintenant, d'après le bureau du shérif du comté de Bernalillo, qui a été l'agence principale sur cette affaire, voici comment se déroule la chronologie, d'accord, vers 10 h du matin. Un réparateur arrive dans une maison sur Quail Run Court pour un travail prévu. Pendant son intervention, il échange avec le propriétaire, William Neil McCaslin, général de l'armée de l'air à la retraite de 68 ans. Cette interaction est confirmée et il s'agit apparemment de la dernière fois qu'il a été vu. Environ une heure plus tard, vers 11 h 10, la femme de McCaslin quitte la maison pour un rendez-vous médical. Et lorsqu'elle revient juste avant midi 4, la maison est vide. Maintenant, selon des amis qui se sont confiés au Dayton Daily News, McCaslin est le genre de personne qui adore la nature. Un passionné de randonnée, de ski ou de vélo. Quelqu'un qui est à l'aise pour évoluer sur des terrains difficiles. À première vue, vous pourriez penser qu'il est juste sorti se promener ou faire une activité. Mais c'est là que ça devient étrange, parce que selon le bureau du shérif, McCaslin a laissé son téléphone, qui était toujours posé sur le comptoir, ses lunettes de vue, ses appareils connectés, y compris sa Apple Watch. Tout était encore à l'intérieur de la maison. Donc pour quelqu'un qui sort de chez lui en 2026 sans ses objets, c'est un peu bizarre, non? Et vers 15 h cet après-midi-là, sa femme signale sa disparition.
Les enquêteurs lancent au vite ce qu'on appelle une alerte disparition inquiétante. Les premières infos suggéraient que McCaslin aurait pu avoir un souci médical, poussant beaucoup à penser, vu son âge, à la démence, Alzheimer ou un autre trouble mental. Nous y reviendrons, sa femme répondra plus tard et précisera clairement que ce n'était pas le cas. C'est bien une personne disparue, un général de division retraité de l'armée de l'air. Et selon sa biographie officielle de l'armée de l'air américaine, c'est un homme qui a passé 34 ans à travailler sur certaines des technologies les plus sensibles que possède l'armée américaine. Ingénierie astronautique, acquisition spatiale, le Bureau national de reconnaissance, les spécialistes des satellites espions, le Pentagone et finalement le commandement du laboratoire de recherche de l'armée de l'air à la Wright-Patterson Air Force Base dans l'Ohio. Selon sa biographie, le laboratoire gérait un programme scientifique et technologique de 2,2 milliards de dollars, ainsi que 2,2 milliards en recherche et développement financés par des clients. Et voici pourquoi cela compte pour le lien avec les ovnis. Parce que, selon un article publié par l'Université d'État de l'Ohio, Wright-Patterson était le siège du projet Blue Book, l'enquête de 17 ans du gouvernement sur les ovnis. Ce projet a analysé près de 13 000 signalements, voici les résultats rapportés. Et pendant des décennies, les théoriciens du complot ont affirmé que c'est là que le gouvernement a transporté les débris de l'incident de Roswell en 1947. Donc pour être clair, ces affirmations n'ont jamais été officiellement confirmées. Mais le lien existe. Le premier jour passe, aucune trace de lui. Le deuxième jour, le troisième jour, rien. Et puis les recherches commencent. Le bureau du shérif indique qu'ils ont fait du porte-à-porte dans le quartier, couvrant plus de 700 maisons. Ils allèrent de porte en porte, cherchant des images ou vidéos de caméras de sécurité pouvant montrer McCaslin quittant la zone. Opération de drone, soutien d'hélicoptères, recherche au sol avec des équipes de recherche et de sauvetage, unités canines, chevaux, bénévoles. Il fouilla les contreforts, les sentiers et les environs de sa maison. Le 7 mars, plus d'une semaine après, les enquêteurs découvrent quelque chose. Le bureau du shérif a signalé qu'ils avaient trouvé un sweatshirt gris de l'US Air Force à environ 2 km à l'est de la résidence de McCaslin. Ils l'ont récupéré. Ils l'ont analysé. Selon leur déclaration, aucune trace de sang n'a été détectée lors de l'analyse initiale et des tests supplémentaires sont en cours. Ils ont aussi signalé que la famille n'a pu prouver que le sweatshirt appartenait à McCaslin. Mais cela a suffi à renvoyer les équipes de recherche dans la zone. Et au bout de 2 semaines, le bureau du shérif publie cette nouvelle photo montrant McCaslin portant une chemise. C'est vraiment, vraiment crucial d'ailleurs, parce que c'est la chemise que les enquêteurs disent maintenant qu'ils pensent qu'il portait lorsqu'il a disparu. Donc je veux que vous regardiez bien cette photo ici, d'accord? Ils confirment aussi que d'autres objets manquent, comme ses bottes de randonnée, son portefeuille et un calibre 38 avec étui en cuir. Par ailleurs, le FBI est désormais impliqué. Le BCSO indique que le FBI d'Albuquerque, le bureau des enquêtes spéciales de l'US Air Force, les équipes de recherche et de sauvetage du Nouveau-Mexique et l'équipe de secours en montagne d'Albuquerque participent. C'est maintenant un effort interservice. Et pourtant, d'après la dernière rapport du shérif, il n'y a aucune observation confirmée, aucune vidéo de lui en train de partir, aucune indication sur la direction prise, rien du tout d'après ce que nous voyons, du moins selon les informations qu'il communique. C'est alors qu'Internet a agi comme à son habitude. Quand un général de l'armée de l'air à la retraite lié à Wright-Patterson disparaît mystérieusement et que son nom figure dans des emails piratés sur la divulgation des ovnis, les gens commencent à en parler, n'est-ce pas? Et croyez-moi, c'est bien le cas. On évoque enlèvement, théorie sur la sécurité nationale et enlèvement extraterrestre. Alors, d'après les gens, que s'est-il passé exactement? Et qu'est-ce que la femme de McCaslin a à dire à propos de tout cela? C'est ce que nous allons aborder ensuite, car pendant que l'Internet s'emballait avec des spéculations, sa femme a finalement brisé le silence. Et ce qu'elle a dit, eh bien disons simplement qu'elle a abordé de front le sujet tabou, et qu'elle a évoqué le sujet que tout le monde attendait, les extraterrestres. Avant même d'en arriver là, et avant même de parler des théories, nous voulions faire intervenir quelqu'un qui peut nous aider à comprendre ce qui se passe réellement en coulisses. Parce qu'il est très facile de se perdre dans tout ce bavardage sur les ovnis, n'est-ce pas? Au final, de vraies enquêtes sont en cours sur cette affaire de disparition. En quoi diffère-t-elle des autres? Je souhaite maintenant faire intervenir Billy Lane, enquêteur privé en défense pénale. C'est toujours un plaisir de l'accueillir. Merci Billy de prendre le temps d'en discuter. Trouves-tu étrange qu'il n'ait pas été retrouvé? Hum, non. Beaucoup de choses dépendent de la zone d'où il a disparu. Nous avons eu des recherches qui ont duré des mois. 30 jours est généralement un délai raisonnable pour retrouver quelqu'un et le ramener chez lui. Comme vous l'avez mentionné, il y a beaucoup de discussions autour de cette enquête sur sa disparition, et je pense que parfois cela a du bon et du mauvais, car cela peut amener des ressources supplémentaires, comme le gouvernement fédéral ou l'armée,
Mais le mauvais côté, c'est que parfois, on perd de vue le fait qu'il s'agit d'un homme disparu, tout comme dans beaucoup d'autres affaires. C'est un père, un frère, un mari, un ami qui a choisi, ou peut-être choisi, de quitter son domicile de son plein gré. Et il se trouve soit dans un endroit où il a eu une urgence médicale ou un accident, ou malheureusement où il a choisi de se faire potentiellement du mal. Mais encore une fois, si toutes ces agences le recherchent et qu'il y a autant d'attention, même dans une telle situation, comment pourrait-il ne pas être retrouvé? Je veux dire, est-ce que cela suggère qu'il a plus probablement été enlevé? Um, Je ne suis pas vraiment sûr d'adhérer à cette théorie parce qu'il est armé. Premièrement, il a une arme sur lui. D'après ce que nous entendons, Il n'y a pas de... Je veux dire, peut-être qu'on ne peut pas expliquer la présence de l'arme, mais peut-être. c'est exact. Il a été formé, il sait ce qu'il fait. J'ai l'impression qu'il aurait plus de chances d'agir en légitime défense qu'une personne lambda, compte tenu de son passé militaire. D'accord. Je pense que si c'était le cas et qu'il avait été emmené, on verrait une lutte. On verrait des signes indiquant qu'il ne voulait pas partir avec cette personne. Ce qui est très inquiétant dans cette affaire, c'est qu'il a laissé ses lunettes, il a laissé son téléphone, il a laissé sa montre. Et au final, on voit ça très souvent dans nos affaires. Ah, nous évitons de nous concentrer sur le bruit, préférant nous focaliser sur la personne qui, comme tant d'autres, laisse ses appareils et s'en éloigne. Pourquoi agissent-ils ainsi? Eh bien, ils ne veulent pas être suivis, ils ne veulent pas être pistés, ils n'ont aucune intention de communiquer avec qui que ce soit, à moins de revenir. Donc c'est préoccupant. Et on voit souvent cela dans ces cas où les gens veulent aller dans les bois et, vous savez, faire leur propre truc. 2 points. D'abord, quelle est l'importance de la photo publiée? Ensuite, on lit pourquoi la diffuser maintenant alors que l'enquête avance déjà. Je pense qu'ils veulent rafraîchir la mémoire des gens. Je pense qu'ils veulent que les gens regardent la photo et voient s'ils se souviennent de l'avoir vu dans ses vêtements ou dans cet état. Plusieurs photos de lui ont été publiées ici, dont certaines anciennes. Il faut la plus récente pour aider quelqu'un à se souvenir et vérifier s'ils l'ont vu. Je pense que c'est très important qu'ils recherchent des vidéos de caméras de sonnette parce que ce qu'ils essayent de faire, c'est de déterminer une direction de déplacement. Dans quelle direction allait-il? Où se dirigeait-il? Quel est le dernier endroit où nous savions qu'il se trouvait? C'est très important pour nous. Comme je le dis à tout le monde, et je pense qu'on l'a déjà dit, ce n'est pas une question de qui, de pourquoi ou de possibilité. C'est une question de lieu. L'endroit où il était en dernier, c'est la chose la plus importante. Le sweatshirt qui a été retrouvé, vous savez, un peu plus d'1,5 km à l'est de chez lui, découvert le 7 mars, aucune trace de sang lors du premier examen. La famille ne peut pas confirmer si c'est le sien. Ah, comment gérez-vous une preuve comme celle-ci? Et selon vous, quelle est son importance ici? Vous la collectez comme une preuve dans une enquête criminelle. Vous la conservez et essayez de la faire analyser. Le plus important, c'est de trouver son ADN sur ce sweat, s'ils l'ont fait. Et aussi, ça, il faut savoir que ce n'est pas une preuve absolue parce que vous ne savez pas si c'est bien le sien ou non. Donc, vous devez documenter où elle se trouve et en tenir compte dans votre enquête. Pour nous, la chose la plus importante, c'est de confirmer le dernier endroit où il a été vu. Maintenant, le sweat pourrait potentiellement confirmer qu'il a été là à un moment donné, mais ce n'est pas encore le cas. Donc, il faut envisager la possibilité que ce soit lié. Il faut donc fouiller cette zone. Mais l'endroit le plus important, c'est la maison et la façon de faire. Et ce n'est pas pour rien, mais d'après les rapports, c'est quelqu'un de très sportif. Il fait de la randonnée. Il fait beaucoup d'activités en plein air. Donc, quelle est sa capacité potentielle à atteindre un certain endroit? Jusqu'où aurait-il pu aller? Pour nous, c'est environ 3 kilomètres, mais pour ce monsieur, 16 kilomètres. Qu'a-t-il emporté avec lui? A-t-il pris des provisions qui lui auraient permis de tenir plus longtemps, plusieurs jours? Peut-être qu'il veut s'éloigner, peut-être qu'il veut aller plus loin dans les montagnes. Il y a beaucoup de possibilités, mais chacune d'elles nous aide à déterminer, vous savez, jusqu'où vont s'étendre nos paramètres de recherche. En général, pour une personne moyenne, ils sont dans un rayon de 3 kilomètres. Les autorités, et j'ai trouvé ça intéressant, ont élargi la recherche au quartier, font du porte-à-porte dans plus de 700 maisons et demandent à des images de vidéosurveillance de cette période, du 27 au 28 février, entre 9 heures et 14 heures. Autant que nous puissions voir, ils disent aussi qu'ils n'ont pas de vidéo confirmée le montrant quitter cette zone. Aucune direction de déplacement, rien, d'après ce qu'ils nous disent, à moins qu'ils ne cachent peut-être certaines informations au public. Mais on est en 2026, il y a des caméras partout. Comment est-ce possible? Comment se fait-il qu'ils n'arrivent pas à le filmer?
Pour la trajectoire, il faudrait regarder où se trouve la maison. Beaucoup de gens sortent par les portes arrière. Ils savent où se trouvent certaines caméras. S'ils veulent vraiment éviter les caméras, ils peuvent le faire. Et l'autre possibilité, c'est qu'il soit monté dans une voiture avec quelqu'un ou qu'il ait réussi à quitter le quartier sans être filmé par les caméras. Est-ce que tu penses aussi à ça quand tu regardes le court laps de temps entre le moment où la femme est partie et celui où elle est rentrée chez elle? Oui, mais aussi si je voulais faire quelque chose et que ce n'était pas le meilleur choix au monde, peut-être que je voudrais le faire quand ma femme part. Peut-être que c'est le moment idéal pour moi de sortir et de ne pas être arrêté par ma femme ou par quelqu'un qui m'aime, parce que peut-être que je traverse une crise en ce moment. Peut-être ai-je envie de faire quelque chose qui n'est pas le meilleur choix. Laissez-moi vous poser des questions sur certaines des théories. Et je vais commencer par celle-ci parce que c'est important d'en parler. Je ne peux pas ne pas en parler quand on parle de cet homme avec cette carrière et du moment où cela se produit. Donc l'une des théories, c'est que c'est un homme qui savait des choses hautement classifiées. Même si ces informations sont dépassées, on peut dire qu'elles sont précieuses concernant la sécurité nationale et qu'il a été enlevé pour cela. Donc on a évoqué sa biographie, 34 ans dans l'armée de l'air, Bureau national de reconnaissance, commandement du laboratoire de recherche de l'armée de l'air à Wright-Patterson. J'ai parlé des milliards de dollars qui étaient attribués ici et qu'il supervisait, n'est-ce pas? Il a toutes ses habilitations, il a ce savoir-faire. Quand vous pensez à un acteur, une partie étrangère ou une personne mal intentionnée qui pourrait vouloir ces informations, cela vous semble-t-il plausible? Vous avez expliqué pourquoi vous ne pensez pas à un enlèvement. Mais si jamais il détenait des informations précieuses, cette possibilité est-elle envisagée? Comment cela est-il examiné et pris en compte? Il faut absolument en tenir compte et explorer cette piste jusqu'au bout. Il faut prouver que ce n'est pas le cas ici, d'où l'intervention possible du FBI. Les forces de l'ordre en tiennent compte. Mais la question que tu dois te poser est pourquoi maintenant? Il est à la retraite depuis un certain temps. Pourquoi ont-ils saisi l'occasion à ce moment précis pour venir le chercher? Pourquoi cela n'est-il pas arrivé plus tôt? Peut-être à l'époque où il avait accès à plus d'informations qu'il n'en a maintenant. Donc, c'est un élément majeur à prendre en compte. Et en tant qu'enquêteur de police et agent fédéral, tu dois aller au fond des choses pour déterminer si c'est une possibilité ou non. Est-ce un acteur malveillant? Y a-t-il d'autres éléments en jeu? Et vas-tu vraiment divulguer cette information si c'est vraiment le cas? Tu vas la garder pour toi? Laisse-moi te parler de ce qu'a dit sa femme. Donc, sa femme a abordé ce sujet directement dans sa publication sur Facebook, ainsi que d'autres choses qu'elle a dites. Et je cite ici. Il a pris sa retraite de l'armée de l'air il y a près de 13 ans et n'a eu depuis que des habilitations de sécurité basiques. Il semble assez improbable qu'on l'ait emmené pour lui soutirer des secrets très anciens. Qu'en penses-tu? Je veux dire tout d'abord qu'elle réponde en ligne. Et deuxièmement, que les informations qu'il pourrait avoir n'ont aucune valeur. Je pense qu'elle essaye de faire taire les rumeurs. Je pense que c'est exactement ce qu'elle essaye de faire. Elle veut que les gens, la communauté, elle veut que les forces de l'ordre se concentrent sur le fait que c'est un homme qui a quitté sa maison et qui était quelque part dehors et qu'il a besoin de notre aide. C'est aussi ce que je ferais si j'étais un de ses proches avec cette information. Sinon, vous aurez les forces de l'ordre. Vous allez avoir toutes les équipes de recherche dans ces fausses pistes, pensant que quelqu'un l'a emmené quelque part alors qu'il est peut-être en réalité juste là-bas dans ces montagnes, juste là-bas dans cette zone où il sait qu'il est déjà allé. Peut-être qu'il y trouve la paix et la tranquillité. Donc à ce stade, je pense qu'il faudrait que tout le monde soit mobilisé et qu'il y ait beaucoup de monde sur le terrain, si vous voyez ce que je veux dire. Laisse-moi te poser une question sur les ovnis. Je dois en parler, d'accord? Précisément, le moment où cela arrive. Je vais expliquer. Le 19 février, le président Trump a posté sur Truth Social. Il dit qu'il ordonne au secrétaire à la guerre et à d'autres agences de commencer à identifier et à publier les dossiers gouvernementaux liés aux ovnis, au PAN et à la vie extraterrestre. Le 26 février, la veille de la disparition de McCaslin, Hillary Clinton est entendue lors d'une déposition dans le cadre de l'enquête de la Chambre sur Epstein. Et pendant cette déposition, on l'interroge sur la divulgation des ovnis, sur l'intérêt de John Podesta pour ce sujet. Et elle répond: laisse-moi repasser cet extrait. Lorsque votre mari était président, Lawrence Rockefeller a mené une initiative pour tenter de divulguer des informations sur les ovnis, les PAN. Lors de votre candidature à la présidence, John Podesta a affirmé publiquement que vous auriez divulgué ces dossiers si l'occasion s'était présentée en tant que présidente. Êtes-vous satisfaite de voir que ces dossiers pourraient enfin être divulgués? Je suis satisfait. Voici la date de la déposition, le 26 février. Le lendemain, le 27, McCaslin disparaît. Nous examinons donc la chronologie. Les enquêteurs ne disent pas que ces événements sont liés. Nous les examinons simplement pour voir s'ils sont pertinents dans le cadre d'une chronologie potentielle. Billy, est-ce que tout cela est pertinent?
Absolument, cela relève potentiellement du pourquoi. Cela a peut-être déclenché chez lui une situation d'anxiété à l'idée qu'il doive aller témoigner. Il pourrait être interrogé sur ses activités après sa retraite. Donc cela aurait pu être une situation d'anxiété qui a déclenché un scénario dans lequel il a ressenti le besoin de partir. Il avait besoin de sortir de la lumière des projecteurs et aurait potentiellement pu faire de mauvais choix qui lui auraient causé du tort dans ce scénario. Comme vous pouvez l'imaginer, il a passé toute sa vie à faire cela. Il a eu ses habilitations. Il a fait des choses sur lesquelles les autres ne font que spéculer. Donc maintenant, je trouve cela très préoccupant que cela soit arrivé si près de la publication de ces informations. Absolument. Au fait, sa femme a abordé ce lien avec Podesta de manière indirecte dans sa publication. Elle a dit qu'après le piratage des emails de John Podesta par les Russes, voir la page Wikipédia de Neil, les contacts avec la communauté militant pour la divulgation sur les ovnis ont diminué. Elle évoque le piratage russe des emails. On y reviendra dans une minute, mais elle n'aborde pas directement le moment de la disparition par rapport à la déposition de Clinton ou l'annonce de Trump, mais le souligne d'une certaine façon. Qu'en as-tu pensé? Là encore, je pense qu'elle essaye simplement d'écarter certains des scénarios. Et comme je l'ai dit, je pense qu'il y a beaucoup de bruit. Oui, n'importe qui peut avoir accès à tes emails et les obtenir. Tu sais, on l'a déjà vu, on a vu ça arriver. Nous avons déjà eu cette conversation à propos des fuites au sein du gouvernement et des fuites d'informations. Je pense qu'elle nie simplement qu'il faisait partie de tout cela, que ce n'était pas sa vie et qu'il n'était peut-être pas vraiment impliqué, contrairement à ce qu'on veut faire croire. Et là encore, il se peut qu'il soit simplement un homme ordinaire qui faisait un travail extraordinaire et maintenant il a disparu. Et nous devons nous concentrer sur le fait qu'il est sorti de chez lui comme n'importe qui d'autre l'aurait fait. Beaucoup de bruit entraîne parfois un gaspillage de ressources. Et parfois, il faut ramener ces ressources, se recentrer sur les faits de base de ce qui se passe. C'est tellement étrange pourtant. Le timing est vraiment bizarre et suspect. Je comprends totalement. Et je dirais que le point qui relie tout ça, c'est cette connexion avec les ovnis. Je veux juste l'amplifier un peu. Je veux rester prudent, car il y a beaucoup d'informations, et sa femme les a déjà abordées dans sa publication. Je vais donc commencer par ce que nous semblons savoir. D'après les emails de Wikileaks de 2016, Tom DeLonge, le guitariste de Blink-182 devenu chercheur sur les ovnis, a contacté John Podesta, le directeur de campagne d'Hillary Clinton. Et dans un email daté du 25 janvier 2016, l'objet indique Général McCaslin. Et voici ce que DeLonge aurait apparemment écrit. Il a dit être sceptique, mais ce n'est pas vrai. Je travaille avec lui depuis 4 mois et je lui ai récemment présenté le projet en détail pendant 4 heures. Crois-moi, les conseils sont déjà donnés sur la façon de faire. Il doit juste le dire à voix haute. Et il le sait très bien puisqu'il en était responsable. Après l'incident de Roswell, l'appareil a été envoyé au laboratoire de la base de Wright-Patterson, dirigé par le général McCaslin, jusqu'à il y a quelques années. Il connaît mes objectifs et a aidé à former mon équipe de conseillers. C'est un homme important. Et la femme de McCaslin a confirmé le lien. Une partie de ce message dit « Il est vrai que Neil a eu une brève association avec la communauté OVNI par l'intermédiaire de Tom DeLonge, ancien chanteur de Blink-182 et fondateur de l'organisation To The Stars. Neil a collaboré avec Tom peu après sa retraite de l'armée de l'air, en tant que consultant bénévole, par choix, sur des questions militaires, techniques et scientifiques, pour renforcer la vraisemblance des œuvres de fiction et médias de Tom. Neil n'a aucune connaissance particulière concernant les corps extraterrestres et les débris de l'accident de Roswell entreposés à Wright-Pat. À ce stade, sans signe de lui, la meilleure hypothèse est qu'il a été emmené par des extraterrestres. Pourtant, aucun vaisseau mère n'a été signalé au-dessus des montagnes Sandia. Évidemment, elle est sarcastique à la fin, elle souligne quelque chose ici. Mais Billy, je suppose que j'ai quelques questions à ce sujet. Ah, et je déteste dire ça. Le saurait-elle? Le saurait-elle? Un mari partagerait-il cette information avec elle? B dirait-elle la vérité au public à ce sujet? Ou C, vous savez, si elle l'est vraiment, elle n'avait même pas besoin d'être aussi précise, mais elle l'a été. Donc peut-être qu'elle a vraiment cette information et qu'elle essaye de dissiper les rumeurs d'une certaine manière, comme tu dis, pour que les gens se concentrent sur ce qu'ils doivent faire par rapport à cette enquête. Alors commençons par là. Je veux dire, tu vois ce que j'essaie de dire? Qu'est-ce qu'elle savait? Même avec des habilitations secret défense, vos conjoints comprennent souvent ce qui se passe sans qu'on leur dise. Tu le sais. Tu sais que quand tu rentres à la maison, ta femme sait plus ou moins ce qui se passe. Elles arrivent à te lire. Je crois qu'elle sait, en quelque sorte.
Connaissaient-elles les détails exacts? Peut-être pas, mais elles en savent toujours plus ou moins. Donc oui, je pense qu'elles savent plus ou moins ce qui se passe dans la vie de leur homme, dans la vie de leur conjoint. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas si le temps qui s'est écoulé entre le moment où il a fait ça et sa vie actuelle le relie encore au point où il est le plus expérimenté dans le sujet dont nous traitons ici. D'accord. Je pense qu'il y a d'autres personnes vers qui ils auraient pu se tourner s'ils voulaient exploiter des informations qui auraient été plus efficaces que ce monsieur. Donc, 2 réflexions à ce sujet. Premièrement, peut-être qu'il est dans une position plus vulnérable et que c'est peut-être pour ça. Mais aussi, vous savez, j'essaye de comprendre ça et de voir si ça a du sens. Comment les enquêteurs examinent-ils tout cela de manière approfondie? Le bureau du shérif aurait-il, vous savez, la capacité d'aller fouiner autour de la base aérienne Wright? Vous savez, Wright-Patterson? Je ne pense pas. Les fédéraux sont impliqués, le FBI. C'est un peu comme dans un film où l'on cherche à comprendre quelque chose de plus vaste. Seront-ils limités pour en savoir plus sur ce qu'ils cherchaient et sa carrière? Ils n'étaient pas comptables. Donc, vous aurez le FBI qui travaille avec l'armée, les enquêteurs fédéraux, le CID, le NCIS. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y aura certaines choses sur lesquelles le FBI devra s'arrêter et où l'armée ou les forces de l'ordre fédéral prendront le relais. Donc, ils vont se retrouver quelque part au milieu et partager autant qu'ils le peuvent. Comme vous le savez, une habilitation fonctionne sur le principe du besoin d'en connaître, et il y a certaines choses dans lesquelles je suis sûr qu'il a été impliqué et que personne n'a l'habilitation nécessaire pour comprendre. Mais il doit y avoir une enquête. Les forces de l'ordre local ne pourront pas le faire. Elles peuvent vous donner les informations de base. Et la maison ne montrait aucun signe de lutte. L'enquête de base dans le quartier où ils récupèrent les images de surveillance et essayent d'interroger des témoins, mais quand il s'agit du vaisseau spatial top secret, dans un garage quelque part, ils n'iront pas jusque-là. Ce genre de choses sera transmis au FBI. Ensuite, le FBI prendra le relais et poursuivra l'enquête avec les forces de l'ordre militaire. Je veux juste vous poser cette dernière question puisque je l'ai interviewé dans mon émission sur News Nation, Jesse Weber Live. Cette information provient du journaliste d'investigation Ross Coulart de News Nation, qui a fortement tiré la sonnette d'alarme sur cette affaire. Dans son podcast Reality Check avec Ross Coulart, il a qualifié la disparition de McCaslin de grave crise de sécurité nationale, comme il l'a aussi mentionné dans mon émission. Il a dit que si vous étiez la Russie ou la Chine, Dieu nous en garde, le général Neil McCaslin serait une cible. J'espère vraiment que ce n'est pas le cas. Billy, qu'en penses-tu rapidement? C'est très similaire à ce dont nous parlons, mais Ross est très respecté dans le domaine. Qu'en penses-tu? Absolument. Et il y a de quoi s'inquiéter. Cet homme savait beaucoup de choses. Il a géré beaucoup de choses et il en sait toujours beaucoup. Donc, je veux dire, c'est la raison pour laquelle je pense que vous voyez le FBI et l'armée impliqués dans cette recherche pour 2 raisons. Premièrement, c'est à cause de qui il est et des informations auxquelles il avait accès. Premièrement. Deuxièmement, vous voyez cela par respect pour sa position. C'est pourquoi l'armée aide aux recherches, par respect pour cet homme, un général ayant servi de nombreuses années. C'est comme quand un policier disparaît, la réaction serait similaire. Mais là encore, vous les voyez aussi faire les recherches, mener l'enquête. Et parfois, l'un couvre un peu l'autre. Donc, vous ne comprenez pas vraiment ce que vous voyez. Est-ce que c'est par respect ou bien s'agit-il d'une enquête fédérale qu'ils essaient de garder secrète et ils utilisent le prétexte de chercher cet homme par respect pour dissimuler le fait qu'il y a une enquête? Je veux encore aborder une théorie. J'ai menti, encore une chose. Celle-ci est un peu différente. Ce n'est pas vraiment une théorie sur la raison de sa disparition, mais plutôt sur un éventuel endroit. Nous avons donc fait une recherche approfondie sur Facebook. Nous avons trouvé un commentaire du 2 mars où une femme répond à une mise à jour de l'épouse en disant qu'elle l'a peut-être vu. Voici ce qu'elle a écrit, je lis directement son commentaire. J'ai signalé avoir vu quelqu'un correspondant à cette description vendredi vers 11 h, au départ du sentier Whitewash dans le canyon Pedralisa, et j'ai donné l'emplacement exact du parking. L'homme que j'ai vu était près du pont, au-dessus de l'Arroyo, au début du sentier partant du parking, à environ 6 mètres de moi, sur le côté. J'ai senti que quelque chose n'allait pas chez cet homme, comme s'il était absent, mais je ne lui ai pas parlé. Elle a publié cela le 2 mars et affirme l'avoir signalé au BCSO. Pourtant, des semaines après, le bureau du shérif n'a aucune observation confirmée. Que penser? C'est important. Il faut enquêter.
On reçoit beaucoup de signalements lors de disparitions, mais souvent ils ne concernent pas la bonne personne. Des personnes ont affirmé que cette personne était à moins d'1 mètre et qu'ils étaient sûrs que c'était elle, alors qu'en fait ce n'était pas le cas. Et on encourage les gens à donner ce genre d'informations parce que ça peut être une piste. Mais encore une fois, ce n'est qu'une piste possible. Ce n'est pas une certitude. Il faut aller sur place, enquêter. Essayez de voir si c'était vraiment lui et basez-vous sur ce qu'il portait à ce moment-là et sur ce qu'il portait en partant. Est-ce qu'il a changé de vêtements? Les gens ne font pas vraiment ça. Donc allez vérifier sur place, assurez-vous que c'est bien lui. Sinon, continuez à chercher et gardez les pieds sur terre. Billy, merci d'avoir pris le temps. Avant de conclure, pouvez-vous parler davantage de votre organisation et de votre travail? Vous avez déjà montré votre expertise et la valeur de ce que vous faites, mais pourriez-vous en dire un peu plus à ce sujet pour tout le monde? Absolument. Nous dirigeons l'organisation à but non lucratif We Are the Essentials for the Missing. Plus d'informations sur notre mission sur worthessentials.com. Nous intervenons et nous travaillons en tant qu'enquêteurs privés, anciens agents des forces de l'ordre, membres des forces armées, gratuitement pour les familles des personnes disparues. Notre travail consiste à être présents sur le terrain. Nous cherchons, nous localisons, nous secourons et nous ramenons les corps. Quoi qu'il arrive, nous faisons de notre mieux pour vivre avec un but à travers le Christ, afin d'aider à ramener les disparus auprès de leurs familles, pour leur donner des réponses et leur permettre de trouver la paix. Billy Lane, merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur. Nous vous remercions de toujours nous inviter. Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar, tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Vous pouvez également nous suivre sur Peacock de NBC si vous voulez me suivre sur X, Instagram, mon émission sur News Nation, JC Weber Live du lundi au vendredi à 23h heure de l'Est. À la prochaine, tout le monde.